Dans une période où tout le monde parle d'inflation, de hausse de primes d'assurance, d'augmentation de l'âge de la retraite, de baisse de niveau de vie, de difficulté d'accès à la propriété pour les jeunes, et si tous ces problèmes étaient en réalité tous liés entre eux, et que tous ces problèmes n'avaient absolument rien à voir avec qui exactement se trouve à la tête du gouvernement, mais que tous ces problèmes sont la cause de la structure de notre économie qui est simplement cassée et qui a la même raison que, en conséquence de ça, les prix des actifs, l'immobilier, la bourse, la crypto, tous ces actifs ont continué de s'apprécier avec le temps. Remettons-nous dans le contexte. On est en 1945 et le monde entier vient de terminer une des guerres dévastatrices de l'histoire de l'humanité, la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait plus de 7 ans. À la sortie de cette guerre, parce que la vie continue et poussée par un programme de stimuli fiscal de très forte ampleur, alors que l'ensemble des économies étaient de nouveau à un stade zéro de leur développement, on a ensuite eu une énorme période d'euphorie de 30 ans qu'on appelait les fameuses 30 glorieuses. C'était une époque où tout était à reconstruire, il y a donc eu énormément d'emplois qui se sont créés à cette époque, la société a repris un nouveau départ, les gens se sont remis à produire, à consommer, à faire des enfants, beaucoup d'enfants. On a réussi à générer suffisamment de croissance et suffisamment d'inflation avec justement beaucoup de stimuli fiscal et des taux d'intérêt très bas, et ça a créé l'une des périodes les plus prospères qu'on ait jamais connues. Et ça a aussi donné naissance à la fameuse génération des baby boomers que vous avez sûrement déjà beaucoup entendu parler. La génération des baby boomers, c'est la génération la plus peuplée de l'histoire de l'humanité, près de 80 millions de naissances en 20 ans aux États-Unis. La population s'est accrue de 30% dans ces 20 années en question. Ce qu'on a eu ensuite dans les années 70-80, c'est une entrée dans le monde du travail de ces baby boomers. Ça crée un immense choc de la demande, puisque hausse de la demande de logement, hausse de la demande de voitures, de biens de consommation, etc. Ça a créé en partie la célèbre inflation des années 70-80. Période dans laquelle le président de la Fed d'alors, Paul Volcker, qui a alors monté les taux directeurs de 4% à 22%. Imaginez aujourd'hui avoir 22% sur la dette américaine, c'est presque les taux qu'on voit sur les fameux shitcoins. Ça a été le point le plus haut depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale des taux directeurs de la Fed. Les taux ont ensuite commencé une chute libre de 30 ans où l'argent est devenu de moins en moins cher. Le boom de la consommation des baby boomers était déjà derrière et l'économie ne pouvait plus se permettre de garder des taux d'intérêt aussi élevés parce que l'économie ne le supportait tout simplement plus. Ce problème était le même partout en Europe et aux États-Unis. Pour vous faire une idée, ici je vous montre la pyramide de la population de l'Europe, la France, l'Allemagne et les UK. Et on voit que même si la situation est un peu moins pire en France, comparativement, on voit que le problème est le même partout. La population âgée est tout simplement trop nombreuse par rapport à la population de jeunes. Et ces disparités nous empêchent de voir aujourd'hui un remplacement fluide des générations sur le marché du travail. La conséquence inévitable, c'est que nos générations devront tout simplement travailler plus longtemps pour payer la retraite des aînés. En plus de ça, on constate sur ce graphique ici qu'aux États-Unis, par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'en termes réels, les salaires, lui, se sont effondrés jusqu'en 1995, ce qui veut dire que même si les salaires augmentaient, l'inflation mesurée par l'IPC augmentait plus vite, donc les gens en fait se sont en réalité appauvris à travers le temps, et aujourd'hui on n'a toujours pas atteint le niveau de richesse qu'on avait justement dans les fameuses années 70 à 80. Et pendant ce temps-là, comme vous en doutez, le prix des actifs financiers, donc tout ce qui est bourse, immobilier, eux ont énormément monté. Les salaires ne sont pas montés aussi vite que le prix de ces actifs, et donc ces actifs, dont l'accès à la propriété, sont aujourd'hui devenus de plus en plus hors de portée pour tout le monde. Ok, mais alors pourquoi est-ce que ça doit forcément continuer de cette façon? Pourquoi est-ce que c'est pas du coup plus probable qu'on ait au contraire une très grosse correction de marché pour que tous ces actifs deviennent de nouveau abordables pour la classe moyenne? La réponse, c'est parce qu'aujourd'hui, l'État et les banques centrales ne peuvent tout simplement plus faire machine arrière. Comme vous l'avez vu sur le graphique des pyramides de population, aujourd'hui, il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour garantir la retraite de la génération des baby boomers. Donc ce qu'on constate, c'est simple et on le voit sur ce graphique. Ce graphique ici, ça représente la part de la population active aux US, Labor Force Participations, et on voit que ce taux de la population active n'a pas cessé de diminuer depuis 1995, grosso modo. Période qui représente, comme par hasard, l'année où les premiers baby boomers, donc comme je disais, la génération la plus
peuplées de l'histoire de l'humanité ont commencé à prendre leur retraite. Et ce graphique a aussi coïncidé avec la chute de la vitesse de circulation de la monnaie, puisque quand une population part à la retraite, elle a tendance à moins consommer, ce qui est une réaction normale parce qu'on ne sait pas combien de temps on va vivre, donc naturellement on a tendance à être plus prudent. Donc qui dit vitesse de la circulation de la monnaie qui diminue, dit que la croissance d'une économie se fait beaucoup plus difficile à être générée, et donc ça fait baisser la croissance qui doit du coup être compensée par de l'endettement supplémentaire de la part des États pour pouvoir tenir le même train de vie qu'ils avaient à l'époque. Et à force que la croissance diminue, on est obligé de diminuer le coût de l'argent. Donc en conséquence de ça, le coût de la dette par rapport à la taille du PIB, notamment aux États-Unis comme sur ce graphique ici, a littéralement explosé. Mais c'est le même problème partout. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le coût de la dette de l'État français par rapport à son PIB est aujourd'hui à 110%. On a créé un monstre de la dette dont la croissance générée n'est tout simplement plus suffisamment forte due à la population qui vieillit. Cette situation est à un stade plus avancé en Europe où l'État, pour ne pas être trop déficitaire, doit trouver un moyen d'augmenter ses recettes et diminuer ses dépenses. C'est devenu un système extrêmement fragile et nos institutions n'ont aujourd'hui tout simplement plus la marge de manœuvre pour corriger le tir. À titre d'exemple, cet article nous montre qu'avec la hausse des taux de 2022-2023, aujourd'hui on sait que les intérêts de la dette payés par le gouvernement français dépassent de 9% les dépenses pour l'éducation nationale. C'est une charge de la dette qui est devenue insoutenable. Et la caractéristique de la dette, c'est que le plus grand danger pour un État fortement endetté comme le sont nos institutions, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est pas l'inflation, c'est la déflation. C'est de loin le plus gros cauchemar pour un État. Si un État est très endetté, il a deux solutions qui lui donnent un espoir de s'en sortir. C'est premièrement, simplement augmenter les taxes, augmenter les recettes fiscales. Donc en gros, surtaxer tout ce qui se passe, mener une politique fiscale très austère. Le problème avec ça, c'est que c'est très visible. On voit très bien ce que ça donne quand l'État ouvertement essaie d'enlever des avantages aux citoyens en leur faisant payer plus. Les gens n'aiment pas du tout ça, les gens n'aiment pas qu'on vienne piquer de l'argent de leur poche. Donc cette alternative n'est pas la meilleure nature. Donc la deuxième solution, beaucoup plus subtile, moins visible et moins directe, créer de l'inflation. En fait, quand un État crée de l'inflation, ça lui permet de diminuer la charge de sa dette parce que les prix augmentent, mais son niveau de dette, lui, reste constant. Donc à force que l'inflation augmente, ce qui se passe en fait, c'est que la valeur d'un euro baisse et ça facilite en fait le paiement de la dette qui lui est en euros. Donc pour avoir un espoir de sortir de cette situation et pour à tout prix éviter de rentrer dans une spirale déflationniste, un État n'a pas d'autre choix que de créer plus d'inflation. On a aussi vu ce que 2008 a donné, quand la crise des subprimes a notamment donné naissance à une crise bancaire sans précédent. Pour enflouer le collatéral des prêts bancaires et donc sauver les banques et éviter une telle spirale déflationniste finalement, les banques centrales partout dans le monde ont dû intervenir avec une furie qu'on n'avait pas connue jusqu'alors. Les taux directeurs ont énormément diminué à un point où on ne pouvait plus les baisser beaucoup, donc l'arme des taux d'intérêt de la Fed notamment avait été complètement utilisée. Donc la Fed a dû être créative et a dû mettre en place des mesures supplémentaires, un programme de rachat obligataire des banques pour renflouer leur liquidité. Elle appelait ça le quantitative easing. Donc pour faire simple, si une population vieillit, la croissance ralentit, l'État doit s'endetter davantage pour empêcher la déflation et donc la variable d'ajustement pour un État pour financer sa dette, quand on n'a plus assez de croissance, c'est forcément de faire tourner la planche à billets. Et ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que tout ça, c'est des choses qui sont très souvent arrivées dans l'histoire de l'humanité. En réalité, quand on regarde la raison pour laquelle les grands empires se sont effondrés, ça a toujours été un mélange d'institutions vieillissantes, de surendettement de l'empire et donc affaiblissement, ce qui a permis à un autre empire qui lui était en pleine croissance de prendre le dessus. Je ferai sûrement une vidéo séparée sur cette thématique. En attendant, si cette thématique vous intéresse, je vous recommande fortement le livre de Changing World Order de Ray Dalio. Le livre est certes en anglais, mais croyez-moi, ça vaut le coup de le lire. Maintenant qu'on sait que les États à long terme vont être obligés d'imprimer toujours plus d'argent, quelles conséquences concrètes ça a sur votre vie et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de votre côté pour empêcher de vous faire aspirer dans cette spirale négative avec eux. Pour ça, je vous montre ici deux graphiques de Global Macro Insider qui vous montrent une corrélation claire sur ces dernières années entre le taux de variation dans M2, qui représente la masse monétaire de la Fed, et en bleu, le rendement année après année du S&P 500. Et on se rend compte finalement qu'on a une corrélation extrêmement positive entre ces deux variables.
Ici, pareil avec le Bitcoin, où on voit en fait des effets beaucoup plus puissants encore, parce que le delta de la masse monétaire augmente, le delta du prix du Bitcoin explose encore beaucoup plus. Et enfin ici, on a aussi un graphe du Nasdaq par rapport à sa performance contre la taille du bilan de la Banque centrale américaine. Un autre graphique ici, c'est celui de la performance du MSCI World par rapport à la taille de toutes les banques centrales en dollars. Et finalement ici, un indice du Case-Shiller S&P 500 qui est un proxy des prix immobiliers résidentiels aux US contre la taille du bilan de la Fed. Vous voyez, la corrélation est extrêmement vive entre le prix de ces actifs qui sont en quantité finie, eux, forcément, s'apprécient avec le temps parce qu'ils sont dominés par des valeurs dont la quantité est potentiellement infinie comme les monnaies fiat, le dollar, l'euro, etc. Donc le meilleur moyen, le moyen le plus facile pour vous de vous protéger, c'est d'investir au moins une partie de votre surplus d'épargne sur les marchés financiers. Je dis pas qu'il faut tout sortir de la banque, tout mettre sur des actifs financiers, boire que de l'eau et manger que du pain. Ce ne serait pas une qualité de vie très agréable, premièrement, mais aussi, dans tous les cas, moi je préconise d'avoir quand même suffisamment de liquidité pour encaisser un éventuel coup dur de la vie. Mais aujourd'hui, gardez l'ensemble de votre épargne sur le livret A. Quoi que vous fassiez, c'est malheureusement clairement le meilleur moyen de vous appauvrir. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, je suis désolé. Vous pouvez compter sur personne pour venir vous constituer une retraite. Tout ça, ça doit vraiment venir de vous et vous seul. Vos euros sont un instrument de dépense. Les actifs financiers qui vous génèrent des rendements sont un instrument d'épargne. Il fut un temps où les deux pouvaient être le même instrument, mais ce temps aujourd'hui est définitivement révolu. Et aujourd'hui, au vu de ce que je vous ai montré, j'espère que vous avez compris qu'il est de votre sort et le vôtre uniquement de tirer profit de cette situation dans laquelle aucun d'entre vous, ni même les décideurs actuels, n'ont choisi d'être. Mais pourtant, les cartes sont ce qu'elles sont et il faut faire avec. C'était Patrick de Sortie de Terre. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ça vous aura un peu plus aidé à comprendre l'idée fondamentale derrière la nécessité aujourd'hui de placer son argent dans les marchés financiers pour finalement simplement ne pas rester à côté de l'action. Likez si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis si vous avez quelqu'un en tête en particulier à qui avoir ces informations-là, ça pourrait être utile. Et moi, comme d'habitude, je reviens très vite avec une prochaine vidéo. En attendant, ciao à tous!